Louis. Ah oui, alors il y a une période où c'était un peu, compliqué. Parce que, voilà, les garçons, ils sont pas forcément à l'aise de parler de ça avec leur mère. Parce que quand j'essayais d'en parler, tout le monde prenait un air embarrassé en disant: «Oh mais maman», et en essayant de couper court etc. Ouais, la réaction, c'était plutôt que c'était gênant, quoi, comme discussion et que... voilà. Je me souviens de lui avoir parlé de respect, de gentillesse, de délicatesse. J'ai aussi eu des stratégies, d'acheter des bouquins très sympathiques et très ludiques, et de dire il y a plein de questions que tu te poses qui sont là-dedans, mais je veux bien répondre aussi. Mais évidemment, j'avais jamais de feedback sur les livres en question. Je me disais, on va quand même essayer de faire en sorte que qu'il n'y ait pas d'accident, que voilà. Je sais qu'un jour, j'ai acheté une boîte de capotes et j'ai fait une démonstration sur banane. Je lui ai demandé de faire attention, mais assez vite, j'ai quand même délégué ça à mon mari. Donc du coup, voilà, il y a eu l'épisode banane qui a fini immanquablement par un lancer de capotes pleines d'eau par la fenêtre. Mais bon, au moins, j'avais l'impression d'avoir fait mon lot. Après, ce sujet quand même sur l'agression et sur la violence, c'est quelque chose de plus lourd. Non, je me suis jamais vraiment posé, même pas du tout posé cette question-là. En me disant, mais effectivement, oui, est-ce que ça pourrait être mes enfants, mon fils, mes fils? Que ce soit Jeanne, Christine ou Sylvie, les approches sur tout ce qui a à voir avec la vie affective et sexuelle de nos fils sont bien différentes. De ce que j'entends, toutes les mères tâtonnent sur ce sujet et toutes ont du mal, comme moi, à imaginer leur violence. Mais est-ce que ne rien dire ou ne pas leur dire grand-chose, ce n'est pas leur faire du tort ? Les hommes soignent le mal par le mal. Les hommes soignent le mal par le mal. Je suis Julie Gavras et vous écoutez Pas mes fils. Maman, je suis un garçon. Épisode 5, les conversations gênantes. Je suis poison qui distille remède. Maman, je suis un garçon. On juge les hommes à ce qu'ils deviennent. Pour discuter de cette difficulté à parler sexualité avec ces garçons, j'ai rencontré Irène Théry. Elle est directrice d'études à l'EHESS, sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée. Je l'avais découverte en 2016 dans le documentaire La sociologue et l'ourson, réalisé par Étienne Chaloux et Mathias Théry à propos du mariage pour tous. Récemment, elle a écrit « Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle ». C'est pas forcément évident non plus de parler de sexualité à ses enfants, parce que la sexualité, c'est ce par quoi on s'émancipe aussi de sa relation de filiation. Mais donc sans forcément empiéter de façon abusive sur cette part de la vie par laquelle on s'émancipe de son enfance et de sa dépendance à ses parents, il y a des tas de façons de leur permettre de s'éduquer, soit avec des livres, soit avec des histoires, avec des films. Justement, c'est là que se joue, c'est là que se met en scène la nouvelle civilité sexuelle. J'y crois plus pour ma part que je pense que c'est très bien qu'il y ait des cours à l'école d'éducation sexuelle, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout accès à tout ça. Mais c'est principalement aujourd'hui ceux qui font des séries, qui savent très bien qu'ils ont des responsabilités dans la façon dont ils disent, à leur façon, le permis, l'interdit. Quand Irène Théry parle des séries, ça me fait penser à Sex Education. C'est une série créée par Laurie Nunn et diffusée sur Netflix entre 2019 et 2023. Dans cette histoire, un adolescent s'improvise sexologue auprès de ses camarades de lycée pour se faire de l'argent. Il se trouve que sa mère est elle-même une thérapeute sexologue renommée. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Quand cette série a été diffusée, j'étais vraiment très contente que mes fils la voient. J'aurais bien aimé, quand j'avais leur âge, avoir toutes ces informations sur la sexualité
racontée de façon aussi ludique et sans préjugés. Les poils pubiens sont déchaînés. J'aimerais être un mec normal, avec une queue normale. Si je prends un exemple de quelqu'un qui est mieux connu des gens de ma génération parce que elle écrit à la fois dans le journal Le Monde et elle passe à l'émission Quotidien, c'est Maya Mazorette. Je dirais c'est un peu une entrepreneuse de morale en matière sexuelle contemporaine. Ce qu'elle dit, elle, c'est tout est permis. Tout est permis, mais à l'unique condition du respect de la personne d'autrui. Lorsque nous regardions les chroniques de Maya Mazorette en famille, là encore, je trouvais bien que mes fils puissent entendre tout ce qu'elle racontait. Même si, je dois bien le dire, il arrivait qu'on s'enfonce tous de gêne dans le canapé devant la crudité de certaines de ses explications. Avec Camille Freud-Vométrie, philosophe et professeur en sciences politiques, nous sommes aussi revenus sur cette difficulté d'aborder la sexualité avec ces garçons. De là à s'aventurer sur ce qui peut se passer dans leur intimité de leur vie sexuelle, c'est compliqué, si ce n'est qu'on a davantage d'outils aujourd'hui, et notamment les mots adéquats, et notamment cette notion de consentement, dont on parle beaucoup depuis quelques années, et finalement qui est très utile, en fait, parce qu'elle permet de parler simplement de choses qui pouvaient paraître jusque-là hyper compliquées. C'est-à-dire juste cette idée très simple qu'il faut s'assurer que la personne est d'accord, qu'elle a envie, qu'elle est partante, etc. Rappelle-moi les étapes. Les étapes, c'est la première étape. J'envoie le premier message ou alors je vais voir la personne dans une soirée. Cette fois, la discussion avec mon fils cadet, 17 ans à ce moment-là, et son père, c'est sur les étapes avant d'embrasser quelqu'un. En gros, je l'interroge sur le consentement. Le premier pas, tu vois quand il se passe un premier pas, c'est genre un rapprochement physique en soirée ou ça te fait marrer. Alors c'est quoi alors un rapprochement physique? C'est genre je viens vers toi, on commence à tchatcher, on commence à parler, on commence à discutailler. Là, t'es venu tout seul? Non, alors là ça fait carrément ça c'est trop. Violeur. Ça c'est trop bizarre. Violeur. Si t'arrives et que t'es venu toute seule comme ça. En collant, alors que tu connais pas trop la personne, ça ne marchera pas. Attends, mais donc j'ai pas fini parce que on n'est pas arrivé au moment qui m'intrigue. En général, le moment juste avant de s'embrasser, disons, on n'est pas toujours à 100% sûr que la personne en face a envie de t'embrasser, même s'il y a 15 milliards de signaux et tout ce qu'on veut. Voilà, mais après, par ailleurs, si tu poses la question, ça casse un peu le truc. Et en même temps, c'est le truc du consentement, je suis d'accord. C'est ça ma question. C'est super contradictoire. Mais moi, je sais que quand ça s'est produit, je n'ai pas posé cette question. Ça casse un peu... Ça casse tu le sens tellement que... Mais t'avais l'impression que c'était suffisamment... j'étais sûr et certain. D'accord. Après, moi, Mais non, mais j'en sais rien. Mais moi, j'en étais vraiment sûr. D'accord. Je vois bien qu'il a conscience de la nécessité du consentement. Et pourtant, il ne l'utilise pas. Il dit qu'il est sûr, qu'on peut être sûr sans avoir posé la question, et son père est d'accord avec lui. En fait, je suis la seule dans la famille à savoir à quel point, comme femme ou jeune fille, il arrive qu'on se sente obligé dans ce genre de situation. Il arrive qu'on n'ose pas montrer qu'on ne veut pas, ou tout simplement qu'on soit tétanisé. Non, mais c'est vrai que la question du consentement, ça n'a pas été un truc hyper clair chez nous. Je réalise à quel point je n'ai pas assez insisté sur cette notion de consentement, tout comme Jeanne. Je veux dire, en tant que parent, je suis pas sûre qu'on a beaucoup abordé ce sujet. L'égalité des femmes et des hommes, oui. L'égalité des droits, l'égalité d'éducation et la liberté des filles de faire ce qu'elles veulent et de s'habiller comme elles veulent, etc. Ça, oui, ça a toujours été un prérequis, mais la question du consentement telle qu'elle se pose maintenant, effectivement, c'est des questionnements... que du coup moi j'ai abordé avec eux en tant que jeune adulte, ce qui est sans doute trop tard, effectivement. En fait, cette notion n'est pas d'une grande évidence pour les mères de garçons de ma génération, y compris pour Marguerite. Même si j'espère avoir élevé mes fils avec quand même des valeurs de respect de l'autre, etc., je trouve que j'aimerais pas être jeune et garçon, en plus, à leur âge, avec cette inquiétude, en fait,
qu'on peut avoir de rencontrer quelqu'un qui change d'avis. Alors, c'est sûrement parce que je suis mère de garçons et je pense que les mères de filles ont une approche complètement différente de ce genre de problème. Mais après, j'ai confiance en eux, je pense qu'ils s'en sortiront. Et c'est peut-être une inquiétude que j'ai, que je projette sur eux, alors qu'eux vivent les choses de façon peut-être très différente et beaucoup plus détendue. Et si ils m'écoutaient, ils diraient que je suis malaisante et qu'ils ne voient pas les choses comme ça. Mais dès que je vois une affaire comme ça dans la presse, et il y en a quand même tout à fait régulièrement, j'ai toujours une pensée pour eux en me disant que c'est quand même plus compliqué, me semble-t-il, qu'à notre époque. Mais si ça se trouve, à notre époque, en fait, c'était moins compliqué parce qu'on n'en parlait pas du tout et que... Et qu'il y a peut-être des jeunes femmes ou des jeunes gens qui ont vécu des choses plus compliquées sans du tout pouvoir en parler, ce qui n'est pas non plus souhaitable. J'ai demandé à Irène Théry pourquoi les mentalités sur la sexualité prennent du temps à évoluer. Elle est sociologue et dans son dernier livre, elle développe le concept de civilité sexuelle, c'est-à-dire l'organisation sociale de la sexualité et son évolution à travers l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons abandonner l'ancienne civilité sexuelle sur laquelle nous avons vécu pendant très longtemps. Si on veut ne pas remonter jusqu'à l'Antiquité, on peut remonter au moins, disons, jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire l'entrée dans un monde laïque, qui a un héritage évidemment chrétien très important, mais qui est un monde qui va réorganiser ses normes sexuelles avec des références laïques, principalement autour du normal et du pathologique, mais aussi des mœurs, des bonnes et mauvaises mœurs. Ça, c'est des langages du droit. Donc, cette civilité sexuelle, elle est organisée très clairement sur 2 bases. La première base, c'est partout le mariage. L'état matrimonial des personnes va différencier les personnes pour lesquelles la relation sexuelle va de soi, est admise, et celles entre lesquelles la relation sexuelle ne va pas de soi, est interdite. Avec, et c'est ça le deuxième pilier, avec une différence majeure de morale entre les hommes et les femmes, mais majeure, et qui n'est pas simplement qu'on la constate, elle est organisatrice. Alors cette différence entre les hommes et les femmes, c'est d'abord que par rapport à cette règle matrimoniale, elle ne s'applique pas de la même façon pour les 2 sexes. C'est les jeunes filles qui doivent arriver en blanc au mariage. Absence de sexualité, virginité jusqu'au mariage, n'est pas du tout imposée aux garçons. C'est même l'inverse. Les garçons doivent arriver au mariage avec une certaine expérience. Et donc, dans cette division du monde, l'éducation des garçons à l'excellence virile passe par une éducation à cette sexualité de conquête qui peut aller jusqu'à la prédation. Et on considère que c'est comme ça. Et on en voit bien les dangers de cette prédation. Mais la contrepartie, c'est que du côté des filles, il y a surresponsabilisation. C'est aux filles de se protéger de l'inévitable prédation risquée par la sexualité, la belle sexualité virile masculine. Donc nous sommes en train, depuis les années 70, d'inventer une nouvelle civilité sexuelle qui soit à la fois plus égalitaire entre les hommes et les femmes, qui soit plus conforme à notre idéal de mixité, parce que l'égalité, c'est pas simplement plus de droits pour les femmes, c'est aussi l'idéal d'un monde mixte, et pas d'un monde masculin et un monde féminin. Cette nouvelle civilité sexuelle dont parle Irène Théry, plus égalitaire et mixte, ne remonte qu'aux années 70. C'est peu 50 ans, et nous sommes sûrement encore très imprégnés de l'ancienne organisation de la civilité sexuelle. Il y a des schémas dont il est difficile de se défaire. Pour y arriver, il faut se dire que cette sexualité masculine de conquête n'est pas naturelle, que ça n'est pas une norme, et raconter les fois où on en a été victime. Des violences que moi j'ai subies, enfin des moments où j'étais ou mal à l'aise, où j'ai subi la violence ou la pression. Nathalie. J'en ai parlé. Alors, j'insiste pas trop non plus parce que... Mais j'ai évoqué toutes ces fois où t'es emmerdé dans le métro, où t'es suivi dans la rue, où un mec a pas su être délicat et faire attention à ce que moi je ressentais à des moments des flirts, des choses comme ça. Après, et même plus, enfin, dans les relations de couple, dire que quelqu'un ne veut pas, et même marié, on ne veut pas. Ça, tu l'as dit aux garçons ? Ça, je l'ai dit aux garçons, ouais. Bon, alors, je le dis pas tous les jours, mais je l'ai dit. Alors, j'espère que c'est pas contre-productif, mais parce que vraiment, je serais très attristée de me retrouver dans une affaire où tu te dis, mais c'est pas possible, il peut pas avoir violé cette fille.
sans me formuler ça de manière aussi explicite, j'ai pu raconter à mes fils les fois où je me suis fait agresser ou harceler, et c'était pour qu'ils puissent comprendre ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Moi, j'avais été abusée quand j'étais très jeune fille. Je voulais pas leur en parler. Je disais que j'avais des raisons de colère et que j'avais des trucs Jeanne. Qui expliquaient certains de mes comportements dont je voulais pas leur parler pour pas les choquer quand ils étaient trop jeunes et dont je leur ai parlé de façon assez succincte après pour leur expliquer qu'effectivement il y avait des choses sur lesquelles j'avais une histoire un peu compliquée et avec mes parents qui n'avaient pas été très, très clairvoyants et avec ce moment-là de ma vie. Mais bon, je leur en ai parlé individuellement, en l'occurrence. Donc oui, il devait avoir pas loin de la majorité, ou en tout cas, c'était le bon moment parce qu'ils étaient grands l'un ou l'autre, et voilà. Parce que j'avais aussi des choses de l'ordre de la colère ou des choses comme ça en moi et que je trouvais ça bien de le dire à un jeune homme pour qu'il comprenne un peu l'origine de ça, mais surtout aussi, oui, que je luttais contre ça, que c'était pas bien, mais que la racine de la violence, c'était la violence aussi. Je m'appelle Bertrand Jacques, je suis assistant social de formation et sexologue en Belgique. Donc je reçois des couples, je reçois des individus pour des difficultés autour de la sexualité, de la vie affective et de manière aussi plus générale des difficultés existentielles. Je suis marié depuis pas mal d'années, je ne vais pas dire la date. Et puis je suis père de 2 enfants, de 2 adolescents, donc un de 17 ans et un de 14 ans. Je connais Bertrand depuis quelques années maintenant. Il travaille aussi pour un organisme qui prend en charge des auteurs de violences sexuelles. Je l'avais rencontré, lui et ses collègues, et je les ai suivis quelque temps pour un autre podcast. Ça m'intéresse de revenir parler avec lui de mes interrogations comme mère de garçon autour de tout ce qui touche à la sexualité. La place de la mère là-dessus, ouais. Je pense pas me tromper en me disant que il y a un truc qu'on fait pas, c'est partager sa propre sexualité à ses enfants, parce que c'est trop, en fait, c'est juste trop. Et pour le reste, c'est plutôt une manière de rester disponible, en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un état d'être, d'écoute possible, sachant qu'on va quand même pouvoir potentiellement être heurté par des choses qui sont fortes, au fond. Je pense que c'est parfois aussi laisser traîner quelque chose sur la table, style un bouquin. C'est essayer de laisser traîner le sujet pour que l'adolescent puisse s'en saisir et ça fonctionne. Mais un adolescent n'étant pas l'autre, il y en a qui vont jamais venir vers une mère, par exemple, je crois, qui vont toujours chercher ailleurs. Mais ça peut aussi être dire, tiens, il y a moi, mais il y a aussi... je sais pas, en Belgique, on parle de planning familiaux, si c'est vraiment de le conduire ou dire, tiens, il y a tonton un tel qui peut être un bon référent, c'est un peu comme ça, mais on sait pas faire grand-chose d'autre, c'est délicat, on aimerait bien faire plus, mais... Se montrer disponible, mais savoir aussi poser des limites, Bertrand me rappelle que ça peut être très important. J'ai quand même vu dans mon boulot beaucoup d'adolescents avec une puberté assez précoce où on sent que le psychisme, il rame, quoi. Il n'y a pas les codes. Et donc, tu vois, dans ces moments-là, les débordements pulsionnels, ils sont quand même plus probables. C'est-à-dire c'est compliqué si on n'a pas les codes, si on est débordé de pulsions et de cette transformation-là, débordé de fantasmes qui commencent à apparaître, qui sont relativement similaires, mais on ne sait pas les cadenasser. C'est compliqué de mettre des freins, par exemple. Donc c'est des périodes quand même aussi sensibles à ce niveau-là, je trouve, parce que en tant qu'adulte, on doit quand même pouvoir baliser les choses encore. Voilà. Particulièrement, tu vois, pour des situations de jeunes ados, où on sent que le psychisme manque à l'histoire, quoi. On doit les aider à ce moment-là avec le nôtre. Quand j'ai rencontré Bertrand, il m'avait parlé des cafés sexos qu'il organisait avec une collègue, des rencontres publiques autour d'un thème à propos de la sexualité. Le thème, précisément, je pensais les enfants et le porno. Et donc c'était un thème très racoleur qui a attiré beaucoup de parents. Et je posais la question
avec humour en fait au fond, mais tiens, quels parents, quel âge ont les enfants, et quels parents pensent que son enfant a déjà vu du porno à tel âge, et aucun parent me disait oui, moi je pense. Donc la plupart des parents pensaient que leur enfant n'avait pas encore vu du porno, alors que les statistiques prouvaient qu'au moins la moitié se trompait, quoi. C'était à la fois marrant et en même temps intéressant de se rendre compte qu'on est en retard en fait. On est toujours en retard sur les découvertes de nos gamins, et quand je dis adolescent, c'est en fait même pré-adolescent, puisque on considère qu'à 10 ans, 11 ans, il y a déjà un bon 50% qui ont en tout cas été soumis à du matériel pornographique. Le mainstream va répondre particulièrement aux critères masculins, c'est-à-dire de ce qui est la plupart des fantasmes masculins, c'est un fait. Je pense, comme les parents dont parle Bertrand, très naïve quant à ce qu'ont vu mes fils. Ce qui est sûr, c'est que si la sexualité véhiculée par le porno est avilissante pour les femmes, elle n'est pas non plus très épanouissante pour les jeunes hommes que sont nos garçons. Et donc je parlais de puissance sexuelle, c'est-à-dire que je trouve que... Camille Froide-Vaumétry, philosophe. Si on leur donnait davantage la parole et qu'on leur demandait notamment aux plus jeunes comment ils vivent en fait leur entrée dans la vie sexuelle, je pense qu'on découvrirait beaucoup de tourments, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse sur les seules représentations qu'ils ont de la sexualité masculine, à savoir celle que véhicule la pornographie, parce que c'est pas des sujets dont on discute beaucoup à la maison et pas encore assez à l'école non plus. Et donc le modèle de la sexualité masculine par excellence, c'est celui d'une forme de virilisme avec cet idéal de l'érection durable, impressionnante et surtout satisfaisante. Sur les adolescents, je t'avais raconté que lorsque je faisais un café sexo à l'époque, des rencontres où on pouvait discuter à bâton rompu de sexualité. Bertrand Jacques, sexologue. On avait rencontré, avec ma collègue avec qui on organisait ça, un jeune homme qui, dans ses premières expériences sexuelles avec une fille aux études, avait fait le tour du Kama Sutra, selon ses propos, et en était tétanisé parce que il s'est dit, mais si c'est toujours comme ça, je vais jamais tenir le coup. Enfin, ça nous a fait rire, et en même temps, c'était touchant parce que je pense que c'est vraiment ça le tétanisait un peu. Et l'avantage de ces rencontres, c'était qu'il y avait plusieurs personnes d'horizons différents, d'âges différents aussi, et que ça avait eu un rôle un peu rassurant et pour remettre un peu les normes entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de normes simples en matière de sexualité, mais replacer quand même un peu les choses pour lui expliquer finalement que ça n'était pas nécessaire systématiquement en tout cas, et qu'il pouvait un peu tout simplement se rassurer par rapport à ça. L'injonction faite aux garçons, c'est celle de la performance, de la nécessité d'assurer. Et en fait, ça provoque des croyances autour de la sexualité masculine qui font l'objet d'une grande confusion pour tout le monde. Pour moi, la sexualité inarrêtable des garçons, c'est qu'on j'ai toujours compris qu'un garçon, quand il était lancé dans un acte sexuel, on ne l'arrêtait pas. Parce que d'abord, c'était pas bon physiologiquement pour lui et que ce n'était pas possible. Et que quand c'était parti, c'était parti. Donc je ne veux pas que mes fils deviennent cet homme inarrêtable. Comme Nathalie, j'avais des représentations erronées. Plus jeune, je pensais que les garçons, ça a toujours envie. Et ça ne pense qu'à ça tout le temps. C'est comme ça, point barre, c'est leur nature. Et cette injonction, cette croyance de l'homme inarrêtable a deux effets, me semble-t-il. Le premier, c'est que ça encourage les hommes à ne pas se laisser arrêter dans leur élan, y compris par un non ou une absence de consentement. Et c'est ce qui conduit aux violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Le second est un effet qui pèse sur les garçons eux-mêmes. Je m'en suis rendu compte en regardant un film intitulé « Presque célèbre », réalisé par Cameron Crowe. Je l'ai vu avec mon fils cadet, son père et son copain tout le temps fourrés chez nous. Presque célèbre se déroule dans les années 70. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'une quinzaine d'années qui se retrouve à suivre un groupe de musique et ses fans, toutes des femmes, afin d'écrire un article pour le magazine Rolling Stones. Dans la scène que l'on va évoquer, le personnage principal, jeune ado mineur, est assis sur un lit dans une chambre d'hôtel et doit écrire son article. Avec lui, plein de filles, pas beaucoup plus âgées que lui,
mais majeures, et dont une qu'il aime beaucoup. Dépucelons le gamin. Les filles décident qu'elles vont le dépuceler et commencent à danser autour de lui en se déshabillant. Celle qu'il aime bien ne reste pas, mais lui fait un sourire et un clin d'œil avant de quitter la chambre. Toi, ça te choque pas la scène où les filles, elles décident de le dépuceler? Ah, ça, ah oui, si, sur le moment, ça m'a choqué, mais j'avais oublié, ouais. Je l'ai enlevé de ma tête. C'est quoi ce qui t'a choqué sur le moment? Il se fait agresser, quoi. Ouais, quand même. Enfin, moi, ce qui me fait bizarre à chaque fois, c'est qu'il a l'air content de s'être fait agresser, quoi. Non, mais ça a l'air de faire partie, c'est une sorte de rite de passage. Le dépucelage? Bah, pour une fille, on appellerait ça un viol, quand même, ce qui se passe. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est... Un viol collectif, d'ailleurs. Pourquoi c'est pas un viol pour un garçon? Non, mais c'est vrai. C'est juste... Il est sorti quand, le film? Non, mais ça, c'est aussi un... Ça, c'est le père de mes garçons. De toute façon, clairement, dans la scène, il n'y a pas de violence, c'est un truc qui devient de plus en plus doux, quoi. Et même avec le petit signe qu'elle fait, elle, qui est la fille dont, a priori, il est vraiment amoureux, qui lui fait un sourire, quoi. Il n'y a aucune violence dans la scène, ça c'est sûr. Ça s'est jamais montré comme un truc contraint, violenté, tout ça. Bah, au début, il dit quand même non, elle lui enlève toute sa vie, quoi. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas d'opposition, il dit pas non, mais non, c'est non, Bah, je sais pas quoi. Enfin, Mais il dit Bah, au non. début, quand même, oui. Au début, oui. Bah, il le dit un certain nombre de il dit fois. non. Mais si, Oui, il leur oui, dit il laissez-moi dit les filles, vraiment il faut non, que j'écrive laissez-moi. mon article. Oui, c'est pas non. Non, mais il dit il faut que je laisse. C'est bizarre, tu vas commencer à nous expliquer que non, ça veut pas dire non. C'est pas ça. Il dit il faut que j'écrive mon article. Il dit pas. Non, il dit non. Non, il dit vraiment non, je pense non pour moi. Mais je pense que c'est parce que pour un garçon, dans ce sens-là, on trouve que c'est pas une agression. Je pense que c'est ça aussi. C'est moins le cas de votre génération, mais notre génération, on a grandi avec plein d'histoires de mecs qui se font dépuceler, que les pères envoient aux putes sans leur demander leur avis. Il y a un film incroyable comme ça. Non, mais il y a. Non, mais. Le mec n'a pas compris la leçon. Mais non, mais c'est pas ça. Ce qui me soulage dans cette discussion avec mon fils, son pote et mon conjoint, c'est qu'au moins les deux jeunes adultes ont capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation. Et ce qui peut relever de la normalité, voire du fantasme pour une génération, être dépucelé par plein de filles après avoir dit non, est reconnu par la génération suivante comme une agression. Il y a des situations de cet ordre-là que Sylvie Dalnocchi, psychologue et fondatrice des Psy Situés, peut rencontrer dans son cabinet. Effectivement, j'avais évoqué cette idée que très souvent, la question du désir masculin, au final, elle n'est pas pensée. Elle n'est quasiment pas pensée parce que le désir masculin, c'est simple. Dès qu'ils voient une paire de fesses, des seins ou un joli garçon, enfin voilà, quelle que soit leur orientation sexuelle, dès qu'ils voient le sujet de leur désir, alors d'un coup, ils ont du désir, voilà. Et puis, alors pour peu qu'ils aient une érection, alors là, obligé, ça veut dire qu'ils ont envie d'une relation sexuelle. Voilà, le désir masculin est réduit à ça. Mais c'est tellement plus complexe. Et la conséquence de cette représentation très patriarcale du désir masculin et de la libido masculine, c'est effectivement des conséquences assez graves. C'est-à-dire que nous, moi, en tant que psychothérapeute identifiée comme psy féministe, je reçois de plus en plus de demandes de suivi par des hommes cisgenres hétérosexuels parce qu'ils savent que la question de ce qu'ils ont pu subir dans le champ de la sexualité peut être nommée et peut être pensée. Un truc classique, un patient qui arrive, qui commence à parler de son histoire de vie, qui a une anxiété un peu généralisée, enfin voilà, des moments où on sent bien que ses émotions ne sont pas corrélées à ce qui se passe, voilà, où je commence à m'interroger un peu sur des symptômes qui ressemblent à une sémiologie du stress post-traumatique, je commence un petit peu à farfouiller de ce côté-là, et puis je tombe sur... une histoire où ils me parlent de leur première relation sexuelle et je suis intriguée et je finis par dire « Mais vous aviez quel âge ?» 14 ans. Je suis là, c'est un petit peu petit au regard de l'âge moyen. Je me dis « Tiens, et quel âge avait votre partenaire ?» 25 ans. C'est extrêmement fréquent. Et c'est des choses dont ils peuvent avoir déjà parlé à d'autres psychologues. Sauf que, trop de chance à 14 ans d'être dépucelé par une adulte. Bah non, en fait. Et c'est une agression sexuelle. Même si, sur le coup, ils étaient, effectivement, en érection, stimulés sexuellement, etc., bien sûr, il n'en reste pas moins
que c'est une agression sexuelle ou un viol. Et du coup, cette question-là, elle n'est pas pensée. Parce que eux, dans leur construction, même eux ne se disent pas que c'est une violence sexuelle, parce qu'ils avaient une érection. Et moi, je suis là, mais votre désir, c'est autre chose que votre érection. Une réaction physiologique, c'est autre chose que le désir. Et on le dit suffisamment aux femmes cisgenres victimes de violences sexuelles que, en fait, la réponse physiologique ou quoi ne change rien à ce qui s'est passé. À part que ça rajoute la culpabilité. Et c'est pareil pour les hommes cisgenres, en fait. Donc effectivement, tous ces enjeux très patriarcaux autour de la vision de la sexualité, du désir, de la pulsion masculine, c'est extrêmement toxique pour les hommes aussi. Une toxicité qui mène à la violence. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout ici d'inverser les violences. Les femmes et les enfants les subissent. Mais je suis mère de garçons et je m'inquiète aussi pour mes fils. Je m'inquiète que, ne sachant pas vraiment discerner ce dont ils ont envie, répondant aux injonctions de la virilité, ils se fassent mal et qu'ils fassent du mal aux autres. Maman, je sais que t'as peur pour moi, car je ferai tout pour gagner le tournoi. Car dans les bars, je laisse de gros pourboires, car quand les gens pleurent, je demande pas pourquoi. Maman, je sais que t'as peur de moi, car la force des hommes connaît pas de loi. Qu'ici pas trop de femmes n'ont pas de voix, car on parle plus fort qu'elles pardonnent-moi. Et pour l'éviter, il faut construire avec soin tout ce qui est en lien avec la sexualité masculine. Pour mes fils, pour les hommes et pour toutes les femmes. Mais tout ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des mères. Pour faire un véritable changement sociétal, il faut que tout le monde endosse la responsabilité de comment on fait grandir les garçons. On juge les hommes à ce qu'ils deviennent. Finalement, ça me donne un peu l'impression comme si tu étais toi responsable des fils que tu amènes dans la société, alors que pour moi, dans la construction de la masculinité, la question des modèles d'hommes qu'ils ont eus, elle est quand même assez prépondérante. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Les hommes sont bénis, paraît-il. À 15 ans, j'étais déjà pathétique. Dans la cour, on regardait les filles et nos petits corps manquaient grave d'éthique. Maman, j'aimerais devenir un homme qui sait parler, qui sait dire je t'aime. Maman, j'aimerais devenir un homme qui sait se taire, qui sait vivre le seum. Maman, j'aimerais devenir un homme qui cuisine sur la joue trace de sel. Maman, j'aimerais devenir un homme, mais devenir un homme, c'est ça le problème.